Le mystère Dédale, partie 3, chapitre 3. Ils quittèrent l'acropole à toute allure, allèrent frapper aux portes de quelques maisons pour demander où habitait Aristée. Ils ne se souciaient plus de changer d'apparence. La fin de l'enquête était si proche qu'il n'était plus temps de songer à son incognito. Et les Athéniens qui leur ouvrirent s'étonnèrent devant ces visiteurs improbables que la nuit leur amenait. Ils apprirent ainsi qu'Aristée s'était aménagé une cabane loin de la ville, dans une prairie de l'Attique, où il avait installé ses ruches autrefois. Tandis qu'ils volaient dans la direction qu'on leur avait indiquée, Hermès tentait de mettre de l'ordre dans ses idées, de reconstituer l'histoire de cet homme qu'il n'aurait jamais soupçonné quand il l'avait vu face à Héphaïstos. Un jour, Aphrodite était venue le chercher pour l'emmener en Sicile. L'homme s'était déjà fait une belle réputation d'apiculteur. La déesse désirait développer l'élevage des abeilles autour d'Eryx et augmenter sa production de miel. Comme il avait dû être surpris d'y rencontrer Dédale tant d'années après la tragédie. Le désir de venger Talos s'était-il réveillé brutalement ou avait-il hésité? Qu'était-il resté, après tout ce temps, de leur amitié perdue et du souvenir de Talos? 3 semaines plus tôt, Dédale avait quitté la Sicile en urgence, sans en prévenir quiconque. Est-ce parce que Sotérios l'avait retrouvé, ou craignait-il la colère de l'apiculteur? Mais cette colère, il avait bien fallu qu'Aristée la libère enfin. Il avait emprunté à Aphrodite son char de colombe et s'était envolé en Afrique pour faire justice. La prairie ne fut pas difficile à trouver. Une vingtaine de ruches y étaient plantées, comme des sentinelles au milieu des marguerites. Ils se posèrent à l'orée, rien ne bougeait, et au fond, la fenêtre de la cabane était plongée dans l'ombre. Sur le seuil de la porte entr'ouverte, ils aperçurent le sac de toile avec lequel Aristée était parti d'Eryx en fin de matinée. « Il nous a sûrement entendus arriver, murmura Eros, et il s'est enfui. »« Je ne sais pas, répliqua Hermès, il se passe quelque chose d'étrange. » Le silence, surtout, lui paraissait anormal. On n'entendait aucun bourdonnement d'abeilles autour des ruches, et les chouettes qu'on devinait perchées dans les arbres restaient immobiles. Les grillons se taisaient. Ils n'osaient pas avancer. Eros sortit sans bruit une flèche de son carquois, prêt à bander son arc si on les attaquait par surprise. Un nuage noir glissa sur la lune, et pendant un court instant, la prairie devint une mer d'obscurité immobile et profonde. Un gémissement retentit alors du côté de la cabane, un râle arraché par la souffrance. Cette fois ils n'hésitèrent plus, et sautant par-dessus les touffes d'herbes hautes, ils coururent à l'autre bout de la prairie, où ils trouvèrent un homme allongé à l'arrière de la cabane. C'était Aristée, le corps rouge et tuméfié, comme s'il avait été roué de coups, et il y avait sur ses bras et son cou un peu de cette poudre d'or qui avait recouvert aussi le corps de Dédale. « Est-il mort » demanda Eros épouvanté, en faisant mine de se cacher les yeux. Hermès s'agenouilla devant Aristée, lui prit un poignet. Non, le pouba encore. Il dégrafa le col de l'apiculteur, écarta les pans de sa tunique pour qu'il respire mieux, mais son torse était si gonflé que l'air y rentrait à peine. Aristée ouvrit lentement les yeux. « Qu'est-il arrivé » demanda Hermès. « Où est celui qui t'a agressé » Aristée se passa la langue sur les lèvres, essaya de parler sans qu'aucun son ne sorte de sa bouche. Et il dut se faire violence pour parvenir à arracher quelques mots de sa gorge. « Par là, fit-il, en tendant le bras. Mais n'essayez pas de l'attraper, vous n'y arriverez pas, et vous pourriez exciter sa colère. »« C'est ce que nous verrons, répondit Hermès avec détermination. Aristée voulut ajouter un mot, mais l'effort était trop grand, il ferma les paupières. « Partons vite, dit Hermès à son compagnon, et tous deux décollèrent sans attendre. D'abord, ils ne virent rien, aucun éclat dans la nuit, nuageux, aucun mouvement dans les forêts et les vallées qu'ils traversèrent vers l'ouest. L'assassin avait-il pris une autre direction? S'était-il caché quelque part? Le voilà, cria soudain Eros. Une lumière tremblait au loin, comme la flamme d'une minuscule bougie, et elle allait vite, très vite. Ils accélérèrent, ce n'était plus un jeu désormais. Le pari était oublié. Il n'était plus question des chasses d'autrefois, seul importait de rejoindre le meurtrier avant qu'il ne leur échappe. Ils tenaient là,
leur dernière chance. Hermès, pourtant, avait du mal à suivre. Le vent de l'après-midi avait forci, il soufflait maintenant en rafales qui lui cinglaient le visage. Les ailettes de ses sandales étaient trop petites pour lutter, si frêles que ses coups de talons énergiques ne suffisaient pas à les stimuler. Autrefois, quand il faisait la course avec Eros, il enrageait de finir toujours deuxième, mais la frustration n'avait jamais été aussi grande qu'à cette heure. Et le souvenir des fausses ailes, dont Dédale avait eu l'idée pour sortir du labyrinthe, lui revenait cruellement en mémoire. Celle de l'assassin était redoutable et assez puissante pour ne rien craindre des bourrasques qu'il traversait sans ralentir. Étaient-ce les ailes lourdes d'un taureau ou celles plus graciles d'un cheval solaire, capable de braver les tempêtes et les tornades d'un bout à l'autre du monde? Les plaines et les montagnes se succédèrent. Ils longèrent le golfe de Corinthe, survolèrent des nappes obscures où se devinait, de loin en loin, la grappe plus sombre d'un village. Puis la mer surgit enfin, et l'horizon se dégagea. Hermès crut discerner la pointe effilée d'une aile fine, le panache d'un cheval, et aussitôt après la silhouette d'un autre animal, l'allure d'un félin au galop, un lion peut-être, ou un jaguar. Mais l'apparition ne dura pas longtemps. En quelques secondes, les nuages se dissipèrent, et la lune apparut, faisant flamboyer si fort le fuyard qu'il devint une boule de feu presque aveuglante. Elle s'étira, laissa derrière elle comme la longue traîne d'une robe étincelante. Hermès grimaça, la douleur tétanisait ses chevilles, montait à présent jusqu'à ses cuisses. Devant lui, Eros se retournait régulièrement, vérifiant que son ami tenait la distance, et il se forçait à ralentir pour ne pas le perdre en route. Leur effort à tous deux était vain. Hermès devait renoncer. « Continue, hurla-t-il entre deux coups de vent. Essaie d'arriver assez près pour le reconnaître, et sois prudent surtout. Rappelle-toi les mises en garde d'Aristée. Je retourne à la clairière. » Eros hocha la tête, et donnant à ses ailes toute leur amplitude, il bondit dans le ciel tandis qu'Hermès faisait demi-tour. La honte, il n'y avait plus en lui qu'une honte immense. Comment avait-il pu se tromper autant en soupçonnant Aristée? Quelle erreur avait-il commise? Et qui avait eu l'audace de s'en prendre au pauvre homme? Quelle urgence avait poussé l'assassin à agir? L'apiculteur avait été le voisin de Dédale pendant plusieurs semaines dans la plaine d'Eryx. Ils avaient même travaillé ensemble. Dédale se serait-il laissé aller à des confidences? Partageait-il un secret sur Talos? Mais qui pouvait savoir qu'Hermès irait à Athènes, qu'il voudrait interroger Aristée? Les questions se bousculaient, confuses, emportées par une panique qu'Hermès n'arrivait pas à contrôler. Jamais il ne s'était senti si démuni, si inutile. Et quand il fut de retour à la cabane, l'apiculteur était mort. Usant ses dernières forces, il s'était traîné au milieu de la prairie, parmi les ruches qu'il avait chéries toute sa vie. Des abeilles en étaient sorties, et timidement, elles venaient tourner autour du corps, frôlant son front de leurs ailes légères. Quelque part aux enfers, l'ombre d'Aristée en sentait sans doute la dernière caresse. Hermès alla chercher dans la cabane un drap qu'il étendit sur le cadavre, et il s'assit près de lui. Comme il le raconta lui-même plus tard, ce fut la plus terrible attente de sa vie. Sa tête s'était vidée. Il ne restait aucune des interrogations et des doutes qu'il avait traversés tout à l'heure. Plus rien que l'impatience et la peur qu'il éprouvait pour son ami. Et ses mains ne se détachaient pas l'une de l'autre. Peu à peu, les nuages se dissipèrent, comme dérangés par l'éclat de la lune. Deux chouettes prirent leur envol, et se désintéressant d'Aristée, les abeilles regagnèrent leur abri. Le silence retomba. Il ne restait qu'Hermès. Les constellations passèrent lentement au-dessus de lui, de longues minutes s'écoulèrent, peut-être une heure, et Eros ne revenait toujours pas. Fin du chapitre 3, partie 3, le mystère des dalles.